bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, ravi de vous retrouver en tout cas pour une nouvelle semaine. Bienvenue dans le Monde Orient, salut Jim. Salut Nico, on est parti pour une heure de décryptage. On va découvrir aussi ensemble les images qui ont marqué l'actualité aujourd'hui, sans oublier notre invité en fin d'émission. Mais Nico, dans quelques instants, on va ouvrir le 22h10 Actu et direction la Moldavie. Oui Jim, la Moldavie où avait lieu un scrutin décisif sur fond de désinformation russe, un scrutin largement remporté par le parti pro-Union européenne. Alors Vladimir Poutine a-t-il perdu une bataille politique majeure? On en parlera avec deux experts dans un instant. Et puis Jim, retour aussi dans le Monde Orient sur les images fortes qui ont marqué l'actualité aujourd'hui. Oui, avec l'arrêt sur image de Louis Dominé, avec ce soir ces nouvelles frappes à nouveau sur Kiev, mais aussi ce pont le plus haut du monde en Chine. Et puis surtout ces images. Regardez cette fusillade dans une église dans le Michigan. Un individu a ouvert le feu, tuant 4 personnes avant d'incendier le bâtiment. Le suspect a été abattu par les forces de l'ordre. Louis Dominé nous explique tout ça en images d'ici une vingtaine de minutes. Et Nico, on terminera comme chaque soir le Monde Orient avec une grande personnalité. Oui, l'écrivain, philosophe et essayiste Raphaël Enthoven qui sort ce livre consacré à sa mère disparue en 2023. Ça s'appelle L'Albatros. On reviendra aussi sur sa rentrée, on peut le dire, mouvementée entre procès avec LFI et tweets polémiques sur Gaza. Rendez-vous dans le Monde Orient juste après 22h30. Et puis ce n'est pas tout, on terminera en beauté avec le scroll de Marie-Jean Ries, toutes ces actualités qui ont buzzé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, notamment ces tensions entre les partis de droite et des partis de gauche. Il y a la situation dans la bande de Gaza entre accusations d'apologie du terrorisme et commentaires racistes. Le conseil communal de Molenbeek est dans la tourmente. On vous explique tout tout à l'heure. Bienvenue dans le Monde Orient et on commence tout de suite avec le grand dossier du jour. On ouvre le 22h10 Actu. Et Jim, ce soir on part donc direction la Moldavie. Oui, avec pour certains un ouf de soulagement, un scrutin qui était venu comme décisif pour l'avenir du pays, avec d'un côté un parti dit pro-européen, le parti PAS, au pouvoir depuis 2021, de la présidente Maia Sandu, et puis de l'autre, le bloc patriotique pro-russe. L'enjeu était clair, la Moldavie allait-elle emprunter la route vers l'Union européenne ou au contraire revenir dans le giron russe? Eh bien on connaît désormais la réponse, Nico. Une réponse qui rassure les Européens? On peut le dire comme ça, le parti de la présidente atteint tout simplement la majorité absolue avec 50,16% des voix contre 24,16% pour le bloc patriotique. Et en troisième position, on retrouve le MAS, le Mouvement Alternatif National, avec un peu moins de 8%. Un parti qui, rappelons-le, avait appelé à voter contre le parti pro-européen. Et la présidente de la Commission européenne a posté ce message sur X. Moldavie, tu l'as encore fait. Aucune tentative de semer la peur ou la division ne pourra briser votre détermination. Vous avez clairement fait votre choix. Europe, démocratie, liberté, notre porte est ouverte. Nous vous accompagnerons à chaque étape. L'avenir est à vous. Un sentiment partagé par une partie des Moldaves pour qui rejoindre l'Union européenne reste un but en soi. Gândeam că este foarte frumos să te trezești într-o Moldovă care a ales calea corectă, pace, dezvoltare și stabilitate. Deja am răsculat ușurați. După o lungă campanie, care a durat și în România, respectiv și aici, foarte complicată, cred ca niciodată. Deci, în sfârșit, putem respira liber și cred că cu ajutorul actualei guvernări, Republica Moldova o să fie una Uniune Europeană, cu drepturi depline. Et signe de l'enjeu de ces élections sous haute tension, chaque camp a accusé l'autre de manipulation et de tentative d'intimidation pendant la campagne. On l'a d'ailleurs entendu dans le tweet de la présidente de la commission que tu venais de nous montrer, Jim. Ouais, c'est vrai, une campagne de désinformation sans précédent menée par la Russie, c'est ce que nous dit l'Union européenne. Alors, regardez ces citations qui va apparaître. La Moldavie n'a jamais vu un tel niveau d'ingérence étrangère dans une campagne électorale depuis l'indépendance de 91. C'est ce qu'a déclaré l'homme que vous voyez à l'écran, Igor Botan, qui est directeur d'un célèbre centre de réflexion moldave. Regardez d'ailleurs ce qu'a posté Emmanuel Macron sur X ce matin. Malgré les tentatives d'ingérence et les pressions, le choix des citoyens moldaves s'est affirmé avec force. La France est aux côtés de la Moldavie dans son projet européen et son élan de liberté et de souveraineté.
Et les services de cybersécurité de Moldavie avaient déjà déclaré hier avoir détecté plusieurs tentatives d'attaque sur l'infrastructure électorale, des attaques neutralisées en temps réel. Et en début de semaine, la présidente Maya Sandu avait dénoncé, je cite, les centaines de millions d'euros déversés par Moscou pour acheter des voix, orchestrer des campagnes de désinformation en ligne et organiser des violences. Moscou, de son côté, a démenti ces allégations, tandis que l'opposition moldave, largement pro-russe, rappelons-le, a accusé le parti PAS, le parti pro-européen, d'avoir planifié une fraude. On voit donc deux versions s'affrontent. On aura le temps d'en parler bien sûr avec nos invités, mais il y a eu un post sur X qui a été fort remarqué, c'est celui du créateur de Telegram, Pavel Durov. Oui, un post déjà vu plus de 32 millions de fois. Il a écrit tout simplement que les services secrets français lui auraient demandé d'aider le gouvernement moldave en bloquant certaines chaînes Telegram en amont de la présidentielle. Il a également dit que ces autorités françaises l'auraient informé qu'en échange de cette coopération, ces services pourraient lui dire du bien de lui au juge qui avait ordonné son arrestation en août dernier. Un tweet qui a été en plus amplifié par le patron de X, un certain Elon Musk, qui l'a repartagé avec ce message. Wow, vous le voyez à l'écran. Et puis du côté du ministère des Affaires étrangères français, on retourne l'accusation d'ingérence en pointant que l'homme d'affaires avait déjà affirmé que la France avait interféré dans les élections roumaines. Vous voyez le post, après la Roumanie, la Moldavie, Pavel Durov aime formuler des accusations pendant que des élections sont en cours. C'est ce qu'a écrit le Quai d'Orsay. Merci Jim. Et pour aller plus loin ce soir, deux experts avec nous ici en plateau. Oui, tout d'abord avec nous Georgi Gotev, qui est journaliste, rédacteur en chef de EU Alive, qui est donc spécialiste de la politique étrangère de l'Union européenne, mais aussi des relations entre l'Union européenne et la Russie et de l'espace post-soviétique. Qui est avec nous depuis la France, et Carole Grimaud, qui est spécialiste de la Russie à l'université de Montpellier, qui est chercheuse en sciences de l'information à l'université Aix-Marseille, qui a publié ce livre l'année passée, Les étudiants face à la guerre en Ukraine. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous ce soir dans Le Monde Orient, d'avoir accepté notre invitation. Georgi Gotev, peut-on parler aujourd'hui d'une victoire pour l'Europe et pour la démocratie ? En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. On n'a pas l'habitude d'entendre de bonnes nouvelles. Ces derniers temps, pas vraiment. Non. Pas du tout même. Enfin, en ce qui concerne l'actualité internationale, vraiment pas. Ça c'en est une. C'est quand même exceptionnel. Quand vous m'avez téléphoné pour m'inviter, je me suis dit je vais y aller parce que c'est un plaisir de partager un moment de soulagement. Ça vous a surpris un peu, vous, ou pas ? Oui, je ne dirais pas non parce que d'abord les sondages en Moldavie ne sont pas fiables. Donc on ne savait pas vraiment ce qui allait se passer et certains pensaient que au mieux ce serait un parlement très fragmenté où, bien sûr, les pro-russes auraient des possibilités de faire jouer en sorte pour faire obstacle à la candidature de la Moldavie à l'adhésion à l'Union européenne. Ça ne s'est pas passé. C'est vraiment une très bonne nouvelle, mais il faut dire aussi que des deux côtés, on a fait beaucoup d'efforts. Donc, il y a eu bien sûr les Russes c'est vraiment une guerre hybride. Ouais, on va en parler de cette guerre de désinformation avec tous les oligarques, tout cet argent sale qui provient d'une certaine partie du vol du siècle. Il y a eu 1 milliard de dollars qui ont disparu de 3 banques en Moldavie. Donc, une partie de cet argent est utilisée. Et puis, d'un autre côté, le soutien européen. Et beaucoup de Moldaves, moi j'en connais beaucoup, il y en a beaucoup ici en Belgique, ils ont voté pour l'adhésion de leur pays à l'Union européenne parce que pour eux, c'est vraiment c'est existentiel. Carole Grimaud, victoire effectivement aujourd'hui pour l'Europe, pour la démocratie aussi sans doute. Est-ce qu'on peut parler par contre d'une défaite cinglante pour Vladimir Poutine ? Alors c'est vrai que si on considère les investissements financiers, notamment de la Russie pour s'ingérer dans ces élections, pour acheter des votes, pour faire déployer toute une sorte de stratégie et de force pour renverser finalement ce vote décisif, eh bien
on peut effectivement considérer que c'est une défaite. C'est une défaite pour la Russie qui a investi beaucoup. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a jamais vu d'ingérence aussi puissante, aussi forte dans des élections. Donc on voit le résultat aujourd'hui, moins de 25% des votes. Donc c'est très intéressant de voir que finalement tous ces efforts-là ont été vains, et tant mieux. Je m'en réjouis aussi, bien évidemment. C'est, je crois aussi, une leçon pour nous, Européens, de comprendre en fait ce qui s'est passé en Moldavie, pourquoi et comment les citoyens moldaves n'ont finalement pas été influencés par cette campagne massive de désinformation. Comment finalement ont-ils gardé la tête claire pour aller voter pour le parti PAS? Donc je pense que ce sera certainement des choses qu'il faudra étudier plus tard pour d'autres élections au niveau européen. Carole Grimaud, pour que les gens comprennent bien, ceux qui nous suivent, pourquoi est-ce qu'elle était importante cette élection? On a parlé notamment à l'époque de la Roumanie, de la Géorgie. Pourquoi la Moldavie, ça paraît aussi important pour un personnage comme Vladimir Poutine? Alors la Moldavie, on sait qu'il y a cette petite poche dans l'ouest, cette bande de terre moldave, la Transnistrie, qui est toujours occupée par des troupes russes. On sait que, bien sûr, la Moldavie est située stratégiquement sur le flanc ouest de l'Ukraine, qui pourrait être utilisée, qui pourrait être utile pour la Russie dans son attaque, dans sa guerre qu'elle livre contre l'Ukraine, avec la volonté, on le sait, toujours présente de gagner Odessa et de gagner finalement toute la rive de l'Ukraine sur la mer Noire. Donc ce serait stratégiquement une aubaine pour la Russie non pas de maîtriser ce pays ou de l'envahir, en tout cas, il n'est pas question de cela, mais en tout cas de peser sur les décisions politiques et surtout de dévier cette direction européenne qu'a pris la Moldavie pour finalement réintégrer la Moldavie dans le giron russe. Donc c'était important pour les Russes de gagner leur influence, cette influence qui a réussi, je dirais malheureusement en Géorgie, cette tentative de récupérer finalement tous ces pays dans le giron russe, et la Moldavie en faisait partie. Alors ensuite, il y a bien sûr d'autres je dirais, intérêts pour la Russie, c'est cette Transnistrie dont je parlais tout à l'heure, ce sont les armes de l'époque soviétique qui sont encore entreposées en Transnistrie. C'est bien sûr mettre un petit peu la désunion, et en tout cas troubler un petit peu l'unité européenne. C'est mettre aussi finalement les Européens en échec sur une partie de l'Europe, et avec ce pays qui veut rentrer dans l'Union européenne, donc montrer finalement que l'Europe n'est pas si forte que cela. Voilà, donc c'est toute une série, je dirais, d'intérêts économiques, d'intérêts militaires, d'intérêts géopolitiques pour la Russie, et on voit aujourd'hui qu'elle n'y est pas arrivée. Ouais, d'où l'importance de ce scrutin aussi, et pourquoi on en parle aujourd'hui dans cette émission. Georgi Gotev, on a parlé effectivement de cette victoire pour l'Europe, d'une défaite aujourd'hui pour Vladimir Poutine. Du côté de l'Ukraine aujourd'hui, on peut parler d'un énorme soulagement? Oui, tout à fait. Alors une défaite pour Poutine, oui, c'est la troisième, ou alors la quatrième. Alors on commence avec la Syrie, et puis l'Arménie. Avec la chute de Bachar el-Assad. Oui, l'Arménie, où la Russie a perdu son influence, et l'Azerbaïdjan. Les relations entre Bakou et Moscou sont exécrables. Et maintenant, c'est le quatrième pays. Donc, sur le fond de la guerre en Ukraine, c'est la quatrième défaite géopolitique de Poutine, justement sur le territoire qu'il voulait reconstruire, parce que son objectif, c'est de reconstruire l'Union soviétique. Eh bien non, c'est sa quatrième défaite. Alors, cela dit, il faut dire aussi que pour Poutine, c'est jamais la fin. C'est jamais le dernier épisode. C'est un épisode, il y en aura d'autres. Donc, il y a d'ailleurs des manifestations organisées aujourd'hui, notamment pour l'opposition, parce fait. qu'eux-mêmes parlent de fraude et d'ingérence, notamment européenne. Donc les forces pro-russes en Moldavie ne reconnaissent pas le résultat.
le porte-parole du Kremlin dit que 500 000 Moldaves en Russie ont été privés du droit de vote, ce qui veut dire grosso modo que la Russie n'accepte pas les résultats de cette élection. Mais c'est comme ça, la Russie n'accepte jamais les résultats qui ne lui sont pas favorables. Donc ce n'est pas du tout la fin de l'histoire, c'est une page qui se tourne, mais je pense que de notre côté, il faudra être encore plus attentif parce que n'oublions pas, la Moldavie est un pays très pauvre. Les retraités reçoivent des pensions de 200 € et le salaire moyen est environ 800 €. Donc c'est un pays qui a besoin du soutien occidental. Et d'un autre côté, la Russie fait miroiter les souvenirs lorsque, par exemple, le chauffage central ne coûtait absolument rien parce que c'était cadeau, ça venait de Russie. De la Russie, oui, du grand frère russe. Et donc, c'est sur ce fond que ça se passe. Oui, on va parler, Carole Grimaud, des ingérences russes dans quelques instants. Expliquer aussi à ceux qui nous suivent de quoi on parle. On parle de désinformation, de cyberattaques aussi notamment. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Carole Grimaud, que la voie elle est toute ouverte pour la Moldavie, qui a d'une certaine manière prouvé à l'Union européenne, alors peut-être pas qu'elle était digne d'intégrer l'Union européenne, mais qu'en tout cas, elle avait cette volonté de le faire? Oui, on le voit par les votes, tout simplement. Plus de 50%, on voit que les Moldaves ont voté effectivement pour l'Union européenne, pour l'entrée de la Moldavie dans l'Union européenne. Donc on est heureux, on se réjouit de cela. Les dernières élections avaient été beaucoup plus serrées. Là aujourd'hui, on voit que malgré cette désinformation, malgré tout le poids russe pour changer l'avenir de ce pays, on voit que les Moldaves sont très attachés, en tout cas en grande majorité, plus de la moitié sont attachés donc à ce parcours européen qu'ils pensent être le meilleur pour leur pays. Donc c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle, même si il est vrai que avec les capacités, je dirais la volonté de nuire de la part de la Russie et du parti pro-russe en Moldavie, avec ses manifestations, etc., ou ses contestations de résultats de vote, on peut effectivement s'attendre également à des mouvements peut-être de protestation. Voilà, je dirais que la partie risquée a été bien sûr en amont des élections, mais elle est aussi après les élections, donc un laps de temps qu'il faudra bien sûr surveiller de près et éviter bien sûr tout débordement et toute violence dans le pays après ces élections. Et on va poursuivre cette discussion, mais en se concentrant presque exclusivement sur les moyens d'ingérence russes, après la Roumanie, après la Géorgie, après la Moldavie. Jusqu'où iront les Russes avec leur désinformation? Élément de réponse juste après ceci. Restez bien avec nous, à tout de suite. Vous êtes toujours dans Le Monde Orient, la seule émission qui vous amène de l'information chaque soir à partir de 22h sur LN24. Avant de passer à l'arrêt sur image de Louis Dominé, on poursuit cette discussion, Nico, autour de cette élection en Moldavie. Oui, une élection sous haute tension finalement remportée par le parti pro-européen, mais il y avait beaucoup de craintes à cause de ces tentatives massives d'ingérence russe. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que les Russes viennent mettre leur nez dans des élections sur notre continent. Marie-Jean Riès vous en dit plus et on en parle juste après. Ces dernières années, plusieurs pays européens ont été la cible d'opérations d'ingérence russe visant à faire élire des partis anti-européens. On peut citer par exemple les élections législatives en Géorgie, le premier tour de l'élection présidentielle roumaine en novembre 2024 ou encore, beaucoup plus près de chez nous, la France. Souvenez-vous des élections législatives, des rapports avaient révélé des opérations russes visant à favoriser le Rassemblement national. Ces derniers jours, l'eurodéputée Nathalie Loiseau met en garde contre ces opérations d'ingérence russe, surtout avant l'élection présidentielle française en 2027. Il y en a eu d'autres et il y en aura d'autres après. Et je nous alerte, nous. C'est-à-dire que ce qui se passe dans ces pays-là, ça se passera en 2027 en France. J'ai aucune espèce de doute là-dessus. Carole Grimaud, vous partagez les inquiétudes de Nathalie Loiseau? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que les tentatives seront là, elles seront toutes les technologies qui rendent possible cette désinformation de façon beaucoup plus rapide, qui se propage beaucoup plus vite, donc elles seront là. Maintenant, nous acquérons
je dirais, des moyens de défense avec l'éducation, je dirais l'éducation à la désinformation, l'éducation à toutes sortes de mécanismes à garder en tête quand on se trouve face à une information qui nous paraît suspecte. On connaît toute cette méthode, hein, il y a toute une liste et on la retrouve finalement, on retrouve tous ces moyens engagés, toutes ces tactiques, on les retrouve dans cette campagne moldave, hein, des élections en Moldavie, les bots, les faux comptes, ces informations sandwich, c'est-à-dire ces informations qui sont une fausse information qui est coincée finalement entre deux informations vérifiées et officielles, comme on l'a vu notamment dans cette campagne qui ciblait la France et un site alsacien sur le traitement des déchets qui devait être envoyé en Moldavie. Donc ça, c'est une désinformation récente qui vise également la France. Donc on est habitué à tout cela, on est habitué à toutes ces tactiques. Aujourd'hui, ce qu'il est important, bien sûr, c'est d'y répondre, bien évidemment, de donner les preuves qu'il s'agit bien de fausses informations, mais également d'éduquer les internautes, surtout, puisque maintenant, nous prenons nos informations essentiellement sur nos téléphones et sur nos écrans et non plus dans la presse papier. Donc c'est une information de lecture digitale qui est importante, une éducation à l'information digitale qui est importante de délivrer aux personnes pour être prudent, de ne pas croire tout ce qui arrive sur nos écrans, de chercher de croiser les informations et de trouver un moyen d'y parer. Ce qu'il est important aussi alors je travaille, mes recherches portent sur la résistance et les mécanismes de résistance à l'influence des médias. J'ai travaillé donc sur les étudiants dans une première partie, étudiants francophones dans une première partie de recherche. Aujourd'hui, je travaille sur les russophones. Alors la Moldavie est un pays multilingue, donc multiethnique et multilingue. Il y a des russophones en petit nombre, mais la plupart des Moldaves comprennent le russe, parce que c'était la langue officielle auparavant, avant la chute de l'Union soviétique. C'était la langue officielle, donc ils sont russophones d'une certaine façon. Et ce qui est intéressant dans mes travaux, hein, à partir des résultats de mes travaux, c'est de voir que le multilinguisme, c'est-à-dire la possibilité qu'ont eu les Moldaves à lire l'information dans de nombreuses langues, parce que les langues sont nombreuses dans ce pays, leur offre une certaine flexibilité cognitive, c'est-à-dire qui vous permet d'être face à plusieurs points de vue différents, qui vous permet de ne pas croire ce qui vient en premier lieu, c'est-à-dire une désinformation qui pourrait venir sur l'écran. Donc, on va y revenir, Carole Grimaud. Peut-être un mot, désolé de vous couper, Carole Grimaud, un mot peut-être avec vous, Gori Gotev, pour répondre un petit peu à la question qu'on se posait en tout début de séquence. Comment expliquer le cas moldave par rapport au cas géorgien, par exemple? Est-ce que les Russes ont été moins performants dans cette guerre de l'information, ou est-ce que les Moldaves avaient plus de ressources en eux pour justement déceler le vrai du faux? D'une certaine façon, la géographie nous a aussi aidés. Quand même, la Moldavie, elle a eu aussi beaucoup de chance avec le conflit en Ukraine parce qu'elle a été protégée contre la Russie, parce que l'Ukraine forme un rempart entre la Moldavie et la Russie. Donc déjà ça, c'était une grosse chance, tandis que la Géorgie qui se trouve de l'autre côté de la mer Noire, en plus avec les Russes qui sont en difficulté sur la mer Noire, ils veulent récupérer justement la Géorgie pour avoir des bases militaires navales là-bas. Donc ça fait quand même une très grosse différence. Ouais, et pour que les gens comprennent bien, Gori Gotev, est-ce que pour les Russes, alors je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question, est-ce que c'est tout aussi facile de s'immiscer dans les élections géorgiennes moldaves qu'une élection présidentielle française en 2027 selon vous? En tout cas, ils apprennent beaucoup de choses et ils avancent bien. Dans le cas de la Moldavie, je pense qu'ils n'ont pas eu beaucoup de chance, aussi parce qu'ils se sont passé des choses qui ont joué en faveur du camp européen. Par exemple, cet oligarque Vladimir Plahotniuc,
qui est l'un des responsables du vol du siècle, 1 milliard de dollars disparus. Il a été arrêté dans l'aéroport d'Athènes. Et jeudi dernier, juste quelques jours avant les élections, il a été extradé en Moldavie où il va être jugé. Et en même temps, c'est assez incroyable, il y a une série télévisée qui passe à la télévision moldave qui s'appelle Placha, qui est calquée sur la vie de Plahotniuc et de son entourage et tout ça. 1 million de personnes ont vu ce film qui fait vraiment une dissection du système politique et mafieux de la Moldavie. Eh bien, je pense que ça a quand même vraiment joué en faveur du camp européen. Carole Grimaud, pour terminer, cette question forcément assez large aussi, mais comment on lutte face à ces ingérences? Parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il n'y a presque rien de nouveau, et pourtant ça se passe à chaque élection. Alors, c'est vrai que c'est une question qui est difficile. On a déjà des outils. Il y a de nombreux sociologues notamment Gérald Bronner, qui donne des conférences que l'on peut retrouver sur YouTube sur le développement de l'esprit critique. Donc, c'est des conférences qui sont à but éducatif, pédagogique, qui sont très bien faites et qui permettent justement de comprendre quels sont nos biais, puisque c'est bien, il y a une partie de biais cognitifs que nous ne pouvons maîtriser, mais en être conscient, je dirais, résout une partie du problème. Être conscient que l'on va chercher des informations qui nous confortent dans nos opinions, être conscient que la première information que nous voyons sur un sujet précis va rester en mémoire. Ce sont différents biais que l'on connaît, et que la population, que les lecteurs en soient conscients, c'est une bonne chose. Donc voilà, dénoncer bien évidemment la désinformation, ça c'est évident, mais on sait aussi que le faire a posteriori, je dirais, ralentit les effets, c'est-à-dire que si vous lisez une fausse information, mais qu'elle est ensuite déclarée comme fausse, mais bien plus tard, je dirais que l'effet est déjà malheureusement fait dans votre esprit. Il faut lutter, il faut aller plus vite. Et il faut aller plus vite dans la dénonciation des fausses informations, les débusquer avant finalement qu'elles inondent la toile, qu'elles inondent le web, et puis être conscient que cela se passe dans nos cerveaux, je dirais, individuels, mais qu'il y a, et c'est les sujets sur lesquels je travaille, il y a aussi également une appartenance sociale qui nous renforce dans la résistance à la désinformation. Appartenance sociale et appartenance communautaire. Nous faisons partie d'une communauté qui échangeons des informations, et cette force-là nous permet d'être plus forts, d'être plus résilients, plus résistants à la désinformation. Merci en tout cas Carole Grimaud, merci aussi Gorgui Gotev d'être venu nous expliquer évidemment l'exemple moldave. On retiendra que c'est du positif quand même par rapport aux différentes émissions qu'on peut faire ici dès que les Russes justement s'immiscent dans ce genre d'élection. Nico, le Mondorien, ça continue comme chaque soir en images. Et avec malheureusement pas que du positif, retour d'abord en images sur cette attaque russe massive contre l'Ukraine, direction aussi les États-Unis avec une fusillade dans une église mormone, et puis les images spectaculaires du pont le plus haut du monde inauguré en Chine. Tout ça, c'est dans... Voilà, l'image est assez folle. Tout ça, c'est dans l'Arrêt sur Image, et c'est signé Louis Dominé. Et on commence cet arrêt en Ukraine sur ces images, des flammes et des bâtiments totalement détruits. Ce week-end, l'Ukraine a été la cible d'une nouvelle attaque russe de grande ampleur. Des centaines de drones ont frappé le pays pendant plus de 12 heures. Au moins 4 personnes sont mortes à Kiev, dont une fillette de 12 ans. Plus de 80 autres ont été blessées à travers le pays. Les autorités ukrainiennes ont largement dénoncé ces attaques, parlant d'un raid mené une nouvelle fois pendant que les gens dormaient. Et la réponse ukrainienne ne s'est pas fait attendre. Elle dit avoir bombardé une usine située en Russie. Moscou confirme aujourd'hui que 84 drones ukrainiens ont été interceptés cette nuit. La Pologne, voisine, a elle fermé ce week-end une partie de son espace aérien en prévision
après les multiples incursions d'appareils russes ces dernières semaines. Et on poursuit aux États-Unis d'où viennent ces images. Une colonne de fumée s'échappe de cette église du Michigan. Un individu vient d'y ouvrir le feu, tuant au moins 4 personnes avant d'incendier le bâtiment. Il s'agit d'une église mormone et les fidèles y étaient rassemblés pour la messe du dimanche au moment où la fusillade a eu lieu. Le suspect est un homme d'une quarantaine d'années. Il a été abattu par les services de police 8 minutes après le début de l'attaque. I also like to acknowledge the heroism of not only the first responders, but the people who were inside that church at the time. They were shielding the children who were also present within the church, moving them to safety. Just hundreds of people just practicing their faith. Just extreme courage, brave, and that's the type of community that we are. Le président américain Donald Trump a évidemment réagi. Il parle d'une nouvelle attaque ciblée contre des chrétiens. L'enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cette fusillade. I can confirm at this time that the FBI is now leading the investigation and is investigating this as an act of targeted violence. FBI crisis response teams, such as our evidence response teams, SWAT, Special Agent Bomb Technicians, victim specialists were deployed to the scene. L'église a quant à elle été totalement détruite par les flammes, un nouvel acte de violence armée qui s'ajoute à de nombreux autres aux États-Unis. Selon une association, 324 fusillades de masse ont eu lieu dans le pays depuis le début de l'année 2025. Et on termine cet arrêt sur image en prenant un peu de hauteur. Voici le pont le plus haut de la planète. 625 mètres de haut pour 1420 mètres de long, soit 9 fois la hauteur du célèbre Golden Bridge de San Francisco. Cet édifice de tous les records vient tout juste d'être ouvert en Chine. Il relie 2 montagnes entre elles. Pour effectuer ce trajet, il fallait 2 heures avant la construction de ce pont. Aujourd'hui, cela ne prend plus que 2 minutes. Une prouesse d'ingénierie et une nouvelle manifestation de l'investissement massif de la Chine dans les grandes infrastructures. Aujourd'hui, près de la moitié des ponts les plus hauts du monde se trouvent en Chine. Et voilà, c'est la fin de cet arrêt sur image. À demain. L'arrêt sur image de Louis Dominé, c'est tous les soirs dans le monde orient. Puis quand vous le souhaitez, vous qui nous regardez sur LN24.be. Nico, habituellement, la dernière partie nous permet de respirer, de se calmer, de changer d'ambiance. Là, c'est peut-être pas le cas pour ce soir, puisque c'est Raphaël Enthoven qui va venir s'installer. Raphaël Enthoven, écrivain, philosophe et essayiste, qui sort un très beau livre consacré à sa mère disparue en 2023. Ça s'appelle L'Albatros. Mais comment ne pas revenir aussi sur ses tweets polémiques sur Gaza ou sur sa guerre ouverte avec LFI? On en parlera avec lui, un entretien à ne pas rater. Oui, Raphaël Enthoven dans le monde orient, c'est d'ici une poignée de secondes. Restez bien avec nous sur LN24. Merci de nous suivre sur LN24. Vous êtes toujours dans votre émission Le Monde Orient, toujours évidemment avec Nicolas Pipin. Nico, place à notre grand invité, place à la règle de 3 de Raphaël Enthoven. Et comme chaque soir, Nico, 3 mots pour présenter la personnalité sur le plateau d'un Monde Orient. Oui, et le premier mot que j'ai choisi pour votre portrait, c'est philosophe, parce que quand on pense à Raphaël Enthoven, on pense d'abord à philosophie, la philosophie qui est entrée dans votre vie grâce à votre père qui vous disait petit, tu feras de la philo. Vous avez suivi son conseil, ou plutôt son ordre, on ne sait pas. Et le philosophe qui vous a appris à aimer le monde, c'est Spinoza. Spinoza qui est arrivé dans votre vie comme quelqu'un qu'on rencontre à une soirée à laquelle on est pourtant venu accompagner. Et celui qui vous accompagnait à l'époque, c'était Gottfried Wilhelm Leibniz. Bon, j'espère ne pas avoir perdu tout le monde. Je vais plutôt citer cette phrase de Desproges quand un philosophe me répond « Je ne comprends plus ma question ». Deuxième mot pour ton portrait, Nico. T'as fait très original, c'est Raphaël. Ouais, j'ai que dans l'original ce soir. 4 consonnes et 3 voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Tout le monde se souvient de la chanson Raphaël, ce n'est pas de moi, chantée en 2002 par Carla Bruni sur son album Quelqu'un m'a dit, chanson qui vous est dédiée, mais je sais qu'il y a une autre chanson que vous préférez écouter, c'est celle-là. Quand je serai si vieille que je ne voudrais plus de moi, quand la peau de ma vie sera creusée de routes et de traces et de peine et de rire et de doute, alors je demanderai juste encore une minute. Quand il n'y aura plus rien qui chavire et qui blesse, et quand même les chagrins auront l'air d'une caresse, quand
Quand je verrai ma main juste au pied de mon lit, que je la verrai sourire de ma si petite vie, je lui dirai écoute, laisse-moi juste une minute, juste encore une minute, juste encore une minute. Alors, on aurait pu passer la chanson en entier parce oui, qu'elle elle dure une minute. C'était votre idée d'ailleurs. C'était mon idée, tout à fait. C'était mon idée. Au départ, la chanson faisait 3 minutes et je lui ai dit mais tu peux tout faire tenir en 1 minute. Et ça fera un objet merveilleux pour clore l'album. Chanson que vous adorez d'ailleurs. Ouais, tu voulais passer la minute entière, mais malheureusement, il faut du temps aussi pour l'interview. Dernier mot, Nico, pour ce portrait, c'est Albatros. Oui, l'Albatros, comme ce magnifique poème de Charles Baudelaire qu'on a tous appris à l'école, mais surtout comme le titre de ce livre que vous venez nous présenter ce soir, un hommage touchant et vibrant à votre mère disparue, Catherine David, romancière et critique littéraire. Un hommage autant qu'une réflexion sur le deuil et le pouvoir du souvenir. Catherine David, pianiste aussi, passionnée de musique classique. Les notes forgeaient son rapport au monde et on va justement écouter l'un des morceaux qu'elle aimait jouer, l'intermezzo de Schumann interprété par Lugansky. Portrait tout en douceur. Hein. Bonsoir Raphaël Enthoven. Bonsoir, j'ai la musique en tête. Ah bah nous aussi, on espère que ça va peut-être aussi rythmer cette interview. Merci de passer par ce plateau pour votre dernier livre, hein, Nicolas rappelé. Ça s'appelle donc L'Albatros, il est juste ici, publié aux éditions L'Observatoire. Un livre dont la promotion, on peut le dire, Raphaël Enthoven, a été quelque peu occultée par plusieurs polémiques, notamment liées à LFI, on en parlera, mais aussi par rapport à Gaza ou encore ce festival littéraire de Besançon. Mais avant ça, comment vous vivez cette rentrée littéraire plutôt mouvementée cette fois-ci Oui, c'est plutôt mouvementé. Je le vis très bien parce que je me fais le rêve éveillé de ce que ma mère me dirait. Et je sais que ma mère serait fière que je mène un combat qui est un combat pour la liberté d'expression en l'occurrence, c'est-à-dire pour le droit de parler de son livre où qu'on aille, et qui est un combat pour la liberté d'expression. Elle serait fière que je mène ce combat et pas mécontente d'en être un peu la victime collatérale. Voilà, donc je m'arrange avec moi-même de cette façon-là. Après, les polémiques sont ambivalentes, c'est-à-dire qu'effectivement, elles criblent le livre d'accusations qui n'ont rien à voir avec son contenu. Mais en même temps. Et dans le même temps, elles font parler du livre et on ne sait jamais sur quel malentendu les gens finissent par vous lire. Mais on va faire ça séparément parce qu'effectivement, ce sont deux choses séparées. On va d'abord parler de ce livre, L'Albatros. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur votre mère ? Une douleur stupéfiante. Une douleur stupéfiante, la douleur d'une disparition à laquelle, paradoxe, je pouvais m'attendre puisque j'avais accompagné son agonie, chacune des étapes de l'agonie et de la maladie elle-même, et qui pourtant m'a surpris. C'est tout le paradoxe de la mort. Vous pouvez accompagner quelqu'un pendant des années et vous êtes quand même sidéré le jour de sa mort. Et c'est une douleur stupéfiante. Il se trouve que pendant la maladie, je prenais quelques notes. Pas dans l'idée de les publier, mais tout simplement parce que quand vous vivez quelque chose de très éprouvant et que vous avez la ressource de pouvoir l'écrire, c'est un soulagement merveilleux. Donc je prenais plutôt pour la préface d'un autre livre, non ? Non, ça c'est autre chose, c'est une autre histoire. Non, je prenais des notes parce que c'était une période difficile et que je tenais le journal de ces difficultés, de ces horreurs. Et à ces notes, j'ai ajouté le miel de la lecture des livres de ma mère, dont la particularité, ma mère ne mentait pas, ne trichait pas, elle était d'une sincérité absolue, de sorte que ses livres donnent à entendre sa voix, sa vraie voix, ses expressions, sa façon de parler, etc. Et pendant le temps de la maladie, je me consolais en lisant les livres, parce que je retrouvais sa voix alors qu'elle l'avait perdue dans la vie, et au-delà, j'avais une matière merveilleuse pour faire un livre. Et on sent d'ailleurs aussi votre volonté de faire aimer les livres aussi de Oui, bien de sûr, votre mère. bien sûr, c'est très important. Volonté-là, ouais. Je voudrais que ce livre donne envie d'en lire d'autres, et à commencer par les siens, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle représentait pour vous ? Parce qu'on voit cette magnifique couverture de votre livre, Raphaël Enthoven. J'ai lu aussi que vous étiez comme des jumeaux de pensée. Oui. On était d'une grande proximité intellectuelle. On a mis du temps à s'en apercevoir parce que d'abord on s'est beaucoup fâchés. J'ai vécu chez elle quand j'étais jeune, pendant l'enfance, et c'était une enfance pas très heureuse. Et je suis parti de chez elle, on s'est pas parlé pendant 2 ans. Et puis on s'est retrouvés quand j'avais 15-16 ans et on a découvert en se retrouvant, au fil des années, une proximité intellectuelle extraordinaire, une proximité incroyable. Elle pouvait finir mes phrases, je pouvais finir les siennes, alors que
nous n'avions pas vécu ensemble à l'âge où ces choses-là commencent à se dire. Et le miracle de cette proximité qui a débouché sur des milliers de conversations passionnantes et passionnées est un viatique pour moi. C'est-à-dire que... Et je retrouve cette proximité avec les livres eux-mêmes. Quand on est si proche de quelqu'un, quand on le comprend si bien, quand on est si près de ce qu'il pense, le sentiment de l'absence est un peu moins vif. Voilà. Cette photo, Raphaël Enthoven, qu'est-ce qu'elle vous évoque ? Oh, c'est elle. C'est elle jusqu'à sa façon de regarder vers le ciel. C'est tout à fait elle. C'est tout à sa délicatesse, tout à sa maladresse aussi, tout à sa maladresse, tout à ses erreurs, mais à sa grâce. Elle était ultimement gracieuse. Une grâce aussi incarnée par la musique qu'elle aimait beaucoup. Oui. Vous avez utilisé ce mot culpabilité. C'est vrai que parfois on a une culpabilité même après le décès d'un être cher, alors que vous me direz la personne n'est plus là. Mais même quand on s'occupe de quelqu'un, si vous voulez, quand on s'occupe de quelqu'un, c'est ça qui est intéressant. Vous vous occupez beaucoup de quelqu'un et on peut se dire il s'en est occupé, il va pas se sentir coupable. La vérité, c'est qu'on fait jamais le maximum. On fait jamais tout ce qu'on peut. Et moi, il y a des jours où j'allais pas la voir. Vous en avez encore de la culpabilité? Bien sûr, il y a des jours où j'allais pas la voir et où je lui faisais croire en allant la voir que j'étais venu la voir la veille parce que je pariais sur les défaillances de sa mémoire. Il y a des jours où elle me disait qu'elle souffrait, qu'elle avait mal et où moi j'envoyais des SMS parce que j'en avais marre d'entendre ça et je reste hanté aujourd'hui par tous les gestes que je n'ai pas eus. On ne guérit pas de la culpabilité par l'attention qu'on porte ou par la vigilance dont on témoigne. Vous avez cité ce terme aussi, défaillance de la mémoire. En tant que philosophe, l'oubli, ça vous fait peur? Mais c'est terrifiant, c'est terrifiant. Ma mère était terrifiée par l'oubli. Elle était terrifiée à l'idée qu'une civilisation millénaire puisse tenir en 2 lignes sur un manuel. Elle était terrifiée à l'idée que la bibliothèque d'Alexandrie est flambée et que nous soyons les enfants d'une amnésie du savoir, que les 9/10 du savoir soient disparus. Et elle était terrifiée par l'oubli, par le feu. C'est ce qu'elle appelait le feu. Elle était terrifiée par l'oubli et elle opposait à l'oubli la puissance phénoménale de sa propre mémoire et de son érudition. Et le livre commence quand cette érudition et cette mémoire prodigieuse sont elles-mêmes attaquées frontalement par la maladie. Et c'est là que le fardeau de la mémoire me tombe sur les épaules et m'impose d'écrire ce livre. Est-ce que c'est le livre le plus important de votre vie? Incontestablement. De loin, incontestablement. Et je ne saurais pas dire pourquoi, parce que je l'ai écrit très rapidement, mais peut-être est-ce le sujet, tout simplement. C'est le livre auquel je tiens le plus, oui. Est-ce que vous avez d'autant plus peur du retour des lecteurs, quand c'est un livre aussi personnel et quand on se livre autant que... J'étais tremblant en le donnant, en l'envoyant ou en le faisant lire à des lecteurs choisis. J'étais tremblant. Et je n'ai eu sur ce livre que des retours chaleureux. Je n'ai eu que des retours chaleureux, je n'ai eu que des retours élogieux, que des gens qui ont aimé le lire, qui ont pleuré en le lisant ou qui ont ri en le lisant, ou bien les deux. Je n'ai eu que cela. Mais c'est vrai que j'étais tremblant quand le livre est paru. Raphaël Enthoven, on le disait en introduction, la sortie de ce livre a été très mouvementée. Ouais. Votre venue chez Filigrane aussi ce soir notamment a été décriée avec le visuel qu'on va voir qui a circulé sur les réseaux sociaux. Il va apparaître dans quelques instants, vous allez voir, avec ce titre aussi, un négationniste chez Filigrane. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez cette affiche d'abord, mais surtout ce terme négationniste? Mais que la connerie est sans limite à ce niveau-là, sans limite. Pourquoi me traite-t-on de négationniste? Parce que je considère qu'il n'y a pas de génocide à Gaza. Voilà, qu'il n'y a pas de génocide, qu'un génocide qui commence par l'invasion du pays coupable et qui se termine par la libération des otages n'est pas un génocide. Et je pense que c'est le travail des générations à venir d'expliquer que la tragédie de Gaza et les infamies qui sont commises là-bas ne relèvent pas du génocide. Ça me paraît très important. Vous mettriez aujourd'hui sur ce qui se passe à Gaza depuis tragédie, j'appellerais ça volontiers une tragédie, une injustice si vous voulez, une tragédie, une catastrophe, mais je ne parlerai pas de génocide. C'est pas plus loin ou moins loin, c'est que le mot de génocide est inadéquat pour désigner ce qui s'y passe là-bas. Et donc le négationnisme, entre guillemets, c'est la négation de ce génocide. Mais comme c'est un génocide imaginaire, il n'y a pas de négationnisme. Il y a certaines communications, notamment le ministre israélien, qui eux ne laissent pas planer de doute en termes de communication. Par contre, est-ce que là, par exemple, c'est pas un argument qui va un petit peu contre votre pensée? C'est toujours la difficulté, c'est-à-dire que pour avoir défendu le droit d'Israël à exister et pour avoir
contester le fait d'un génocide sur place, on vous accuse d'être la serpillière de Netanyahou, etc. Peu importe que dans notre journal, on ait publié plusieurs dossiers à charge contre Netanyahou, franc-tireur, contre sa fumeuse réforme de la justice, contre les colons, les attentats commis par des colons. Nous n'arrêtons pas de critiquer la position suprémaciste de certains ministres, de 2 ministres en l'occurrence du gouvernement de Netanyahou, dont Smotrich et Ben-Gvir, dont il est dont il est d'une certaine manière l'obligé. Donc nous n'épargnons aucune difficulté. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des déclarations génocidaires au sein du Il y a eu des israélien. déclarations génocidaires, il y a des intentions génocidaires, il y a dans ce gouvernement des gens qui pensent que la Bible est un cadastre et que pour cette raison il faudrait exclure et virer tous les Palestiniens de ce qu'ils appellent la Judée-Samarie. Il y a des gens qui pensent comme ça, mais ce ne sont pas eux qui décident et ce n'est pas ça qui se passe. Il est important de pouvoir dire les deux. Et surtout, ce que je veux dire ici, c'est que je ne dis rien de scandaleux, je ne dis rien d'interdit, je ne dis rien de blasphématoire, ça ce serait pas grave, mais je ne dis rien d'interdit, je ne dis rien de raciste, il n'y a aucun négationnisme, il n'y a aucune raison recevable de m'empêcher de parler de ma mère parce que je donne mon opinion sur le conflit israélo-palestinien. Ouais, vous avez d'ailleurs été désinvité, notamment de ce festival littéraire de Besançon. J'ai été réinvité. Alors justement, vous avez été réinvité par la suite, mais quand vous avez vécu cette période d'entre-deux, le moment où on vous a dit non, Eindhoven, on n'en veut pas. J'étais ahuri, non pas d'être désinvité, mais qu'un maire se donne le droit de fixer le casting de son propre festival. Ça me semblait fou. Et d'ailleurs, la réaction des auteurs, des libraires, des exposants, des lecteurs, de toute la chaîne du livre a été unanime à ce moment-là, unanime, professeur aussi. Ce qui a poussé à votre réinvitation, effectivement. Tout à fait. Ils ont tous déclaré que dans ces conditions, eux-mêmes ne venaient pas. Elle a failli tuer son festival avec cette histoire idiote. Donc, j'ai été réinvité, j'y suis allé sous une protection policière démesurée, mais... Comment on le vit, ça ? Écoutez, vive la police. De y aller en se disant, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça peut peut-être être dangereux. On a peur, mais on y va. Comme tout à l'heure, filigrane, honnêtement, je ne sais pas comment ça va se passer, mais il faut y aller. Je ne peux pas ne pas aller dans un endroit où on voudrait que je n'aille pas. Je n'ai pas le choix. En m'interdisant d'y aller, elle ne me laissait plus le choix. J'étais obligé de m'y rendre, comme je suis obligé de me rendre ce soir dans un endroit où l'on voudrait me faire taire. C'est une boussole dans l'existence. Il faut aller là où l'on veut vous censurer, sinon ça ne sert à rien. Cette éviction, elle était, avant votre réintégration, elle était liée à des propos que vous aviez tenus sur X. On va les revoir. Il n'y a aucun journaliste à Gaza, uniquement des tueurs, des combattants ou des preneurs d'otages avec une carte de presse. Est-ce que vous regrettez ces propos ? Mais je les ai regrettés maintes fois. Ce sont des propos caricaturaux. Même si... Ça a été regretté, puis il y a une déclaration que vous avez faite où vous disiez que vous n'aviez aucun regret finalement. Non, j'ai écrit maintes fois que j'avais des regrets sur cette phrase. Donc vous regrettez ces propos aujourd'hui ? J'ai écrit, j'ai dit sur tous les supports que je regrettais cette phrase et sa maladresse et son excès. Pour une raison très simple, c'est que bien sûr qu'il y a un problème de liberté de la presse à Gaza, c'est évident. Bien sûr qu'il y a des gens... Aucun journaliste ne peut aller sur place. Aucun journaliste ne peut aller sur place. Il y a sur place des gens qui ont des gilets presse et qui sont des combattants cadres du Hamas ou des hébergeurs d'otages. Il y a aussi... Voilà. C'est ça, c'est en cela que ma phrase était fautive. C'est-à-dire je mettais tout le monde dans le même panier, alors qu'il y a aussi là-bas des gens qui font passer ce qu'ils peuvent. Mais je maintiens qu'il n'y a pas de liberté d'expression à Gaza, sinon on aurait des images des otages, on aurait des images des manifestations contre le Hamas, s'il y avait la moindre liberté de la presse là-bas. Donc je pointais le fait qu'il n'y avait pas de liberté de la presse là-bas. Il y a eu certaines manifestations contre le Hamas aussi sur place. Il y en a eu. Mais on a eu très peu d'images. C'était des images prises par les manifestants, pas par des journalistes avec leur gilet presse. Bizarrement. Pourquoi ? Donc je ne faisais que pointer cela. Et pour le coup, ça, je le maintiens. Oui, juste un mot peut-être, de t'interrompre Nico. Il y a des journalistes sur place qui, pour expliquer un petit peu aux gens, qui risqueraient leur vie en faisant ce que vous décrivez. Il ne faut pas croire, parce que c'est vrai que vous l'avez précisé maintenant. Là, vous aviez dit, il n'y a aucun journaliste à Gaza. Il y a malgré tout des gens qui essayent de se faire leur métier. Oui, il faut mettre ça dans ce contexte. Tout à fait, aussi, dans ce contexte. Mais quel est le contexte ? C'est l'impossibilité d'exercer son métier sur place sans rendre des comptes à une organisation terroriste. Ceci pose un problème de liberté d'expression majeur. Il y a deux branches du côté du Hamas. Il y a la branche politique, la branche militaire. Non, il n'y a pas deux branches. C'est une pure organisation terroriste qui est uniquement vouée... Non, c'est pas faux, c'est pas plus que non. Il n'y a pas une organisation politique du Hamas et puis en dessous des militaires qui agiraient. Il y a une séparation qui est faite notamment par... Il n'y a aucune séparation. Les chefs politiques sont des chefs de guerre. L'un n'implique pas l'autre. Ce que je vous dis, c'est que par exemple, les journalistes à Gaza, quand ils doivent aller, ils vont au bureau de presse du Hamas, c'est le Hamas politique. Les gens qui ramassent les poubelles dans les rues de Gaza, ce ne sont pas les gens qui sont les mêmes que la branche militaire. Bien sûr, mais il n'y a aucune différence entre le Hamas organisation politique et le Hamas organisation militaire. Aujourd'hui, d'accord. Mais juste que les gens comprennent bien qu'ils ne vont pas chez les gens armés de Kalachnikov pour demander s'ils peuvent publier leur papier.
revanche, tout ce qu'il publie est supervisé et surveillé par le Hamas. Voilà. Lors du G7 à New York, Emmanuel Macron a officiellement reconnu l'État de Palestine. Quelques jours avant, 20 personnalités dont vous faites partie ont publié une lettre ouverte adressée au président de la République. Et vous dites ceci. Monsieur le Président, vous allez annoncer la reconnaissance par la France d'un État palestinien. Nous vous le demandons solennellement. Affirmez dans ce cas avec la même fermeté que cette reconnaissance ne prendra effet qu'après la libération des otages et le démantèlement du Hamas. Alors dans le vous, je parle de vous et des 19 autres personnalités. Pourquoi fondamentalement, vous êtes contre une reconnaissance aujourd'hui d'un État palestinien ? Parce qu'au printemps dernier, le président Macron avait lui-même subordonné la reconnaissance de l'État de Palestine après avoir dit qu'il ne reconnaîtrait pas la Palestine. Ensuite, il a dit on va reconnaître l'État de Palestine, mais sous réserve que le Hamas soit démantelé, que les otages soient libérés et que les acteurs de la région reconnaissent Israël. Condition liminaire qui, à l'époque, m'avait valu de faire un édito que j'avais intitulé « Un coup de maître » qui célébrait la reconnaissance de la Palestine dans la mesure où, dans la corbeille de la mariée, il y avait ces 3 éléments qui me paraissent fondamentaux. Ce qui a motivé la tribune en question que vous citez, c'est le fait que le président de la République soit revenu sur ces conditions liminaires. Le démantèlement du Hamas et la libération des otages, pour ne citer que ces 2 conditions, sont devenus les vœux pieux qui accompagnent une reconnaissance inconditionnelle de la Palestine. C'est une question d'ordre, si vous voulez. À aucun moment, les signataires de cette tribune ne s'opposent à un État palestinien. Chacun sait qu'il n'y a pas de paix hors d'une solution à 2 États. En revanche, les conditions n'étaient pas réunies pour le faire. Et de fait, d'ailleurs, les effets de cette reconnaissance, à mon avis, seront pas considérables. Une partie de ces conditions paraît inatteignable aujourd'hui. Le démantèlement du Hamas. On a vu que la force militaire, malgré que ce soit l'armée israélienne, il n'y arrive pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre la réflexion inverse, Raphaël Enthoven, se dire il faut une solution diplomatique, politique, pour faire en sorte d'arriver à ce démantèlement du Hamas et donc passer par cette reconnaissance de la Palestine ? Je ne crois pas, si la solution militaire est impuissante à réduire le Hamas, que la solution diplomatique soit en mesure de le faire. Regardez, ça fait 2 ans. Oui, mais les gens crient au génocide. Mais bien sûr, mais c'est peut-être est-ce de mauvaise politique, peut-être l'offensive est-elle mal menée, peut-être tout ça est possible. Mais le démantèlement d'une monstrueuse organisation terroriste, dont la seule différence avec le nazisme est qu'ils se vantent de leurs crimes alors que les nazis tentaient de les effacer, le démantèlement de cette monstrueuse organisation terroriste, possible ou non, me paraît une condition absolument indispensable à la reconnaissance d'un État palestinien. Donc et non, on continue comme ça jusqu'à... il faut démanteler le Hamas. Est-ce que faire la guerre est la meilleure façon de le faire ? J'en sais rien. Raphaël Enthoven, honnêtement, la plupart des experts militaires disent qu'aujourd'hui, c'est totalement impossible d'éradiquer ce que représente le Hamas aujourd'hui. Donc on fait quoi ? Mais on fait quoi ? Je ne suis pas décisionnaire. Moi, je dis juste... Est-ce que libérer les otages, par exemple, parce que c'est le jour où le Hamas libère les otages, Netanyahou arrête tout, il arrête le carnage ? Il faudrait l'espérer, oui, bien sûr. Il faudrait espérer que le génocide, soi-disant, s'arrête avec la libération des otages. C'est quand même le seul génocide de l'histoire qui s'arrêterait avec la libération des otages. Vous le pensez réellement, ça ? Vous ne pensez pas que Netanyahou après va dire on a les otages, mais il faut continuer je ne suis pas dans les pensées du malin. Non, je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Je m'en tiens aux déclarations publiques. Je m'en tiens aux déclarations publiques, je ne fais pas de procès d'intention aux hommes politiques, je m'en tiens aux déclarations publiques. Pour l'heure, manifestement, si l'on rend les otages, la guerre s'arrête. Et ceci me paraît souhaitable au plus haut point. Mais je me demande, la réponse que je n'ai pas, c'est s'il faut arrêter la guerre pour que les otages soient libérés. C'est la thèse de Delphine Orwiller, qui a été fustigée pour avoir dit ça et que j'ai défendu quand elle l'a dit, ou s'il faut continuer la guerre pour vaincre le Hamas. Et c'est cela, je ne le sais pas. En revanche, que le démantèlement du Hamas soit posé comme une condition à la reconnaissance de la Palestine, ça me paraît fondamental. Autre actualité avec vous, Raphaël Enthoven, un des événements aussi qui a fait l'actualité dernièrement, c'est votre procès avec LFI, la France Insoumise, la gauche radicale française, après un tweet dans lequel vous pointez un antisémitisme au sein du mouvement. Faisons le point tout d'abord sur le contexte avec Louis Dominé et on en parle juste après. L'affaire commence en 2024. Raphaël Glucksmann, coprésident du mouvement Place Publique, souhaite se rendre aux manifestations du 1er mai à Saint-Étienne. Mais arrivé sur place, il est pris à partie par des manifestants de la France Insoumise et finalement contraint de quitter les lieux. Dans la foulée, Jean-Luc Mélenchon, le président des LFI, condamne les faits. Mais cela ne vous suffit pas et sur X, vous publiez ce message. La France Insoumise est un mouvement détestable, violent, complotiste, passionnément antisémite. Ils sont tellement cons, on n'en peut plus de ce club de déficients.
Et LFI répond avec une action en justice pour injure publique. Son avocat vous reproche, je cite, un tweet ordurier et hors de tout contexte. L'audience s'est déroulée mardi dernier au tribunal de Paris et elle était hautement scrutée. Vous y avez notamment dénoncé un antisémitisme ambiant au sein d'LFI qui vous réclame 10 000 € de dommages et intérêts. Ouais, Jean-Luc Mélenchon est le leader à la fois officiel et officieux d'une secte obsédée par la haine du juif. Pour vous, c'est toute la France insoumise qui est antisémite aujourd'hui? Non, mais en revanche, la France insoumise est dirigée par un homme qui, en ce moment, pratique un antisémitisme opportun, qui lui paraît électoralement rentable. La France insoumise est un mouvement, j'insiste sur le fait que pendant le procès, il n'a à aucun moment été question d'Israël. Nous ne nous sommes intéressés qu'aux déclarations des insoumis en France. La France insoumise est un mouvement dont le leader, Jean-Luc Mélenchon, considère que le peuple juif est un peuple déicide et structurellement conservateur. C'est un mouvement qui, sous la plume d'Aymeric Caron par exemple, quand une tragédie arrive à la communauté juive, brandit immédiatement un fait divers venu ailleurs pour l'opposer comme un contrepoint. C'est un mouvement où David Guiraud, par exemple, député insoumis, parle des juifs en parlant des dragons célestes, qui est une terminologie soralienne pour parler des juifs. C'est de tout cela que nous allons parler. Oui, de Alain Soral, absolument, l'influenceur d'extrême droite. C'est de tout cela que nous avons parlé à ce moment-là. L'antisémitisme est devenu une passion fondamentale de ce mouvement et il est essentiel de pouvoir le dénoncer, de pouvoir le dire. Ça a été l'objet du procès. L'audience a duré 7h30 et la plaidoirie de mon avocat Richard Malka, qui a duré plus de 2 heures. Qui a dit exactement ce que vous avez dit sur notre plateau il y a un an, que LFI était antisémite. Oui, bien sûr, mais ça ne m'étonne pas. La plaidoirie de Richard Malka était absolument implacable. Je me demande comment ils vont se remettre d'une telle chose, d'autant que le texte sera publié. Vous pensez qu'aujourd'hui la communauté juive, notamment de France ou de Belgique, devra avoir plus peur de la gauche radicale que de l'extrême droite, que du Rassemblement national aujourd'hui? Alors je ne sais pas, mais je sais que c'est le cas. Je sais que c'est le cas. Aujourd'hui, quand on les interroge, quand on discute avec eux, etc., pour eux, le danger vient davantage de la France insoumise. En France, par exemple, aux yeux de la communauté juive, le danger vient davantage de la France insoumise que du Rassemblement national, ce qui me paraît une erreur historique et un danger considérable. D'abord parce que le Front national n'a pas du tout fait l'analyse de son antisémitisme. Le Rassemblement national n'a pas fait l'exégèse de son antisémitisme. Son leader, Jordan Bardella, continue de dire que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. Le GUD est toujours à la manœuvre au sein du Rassemblement national. Donc, Silla n'est pas préférable à Charybde, en aucune manière. Mais il est vrai que du point de vue des huiles du Rassemblement national, chacun a polissé son discours et qu'on ne trouve plus là-bas des outrances qu'on trouvait dans la bouche de Jean-Marie Le Pen. On les trouve à gauche, on les trouve dans la France insoumise, on les trouve sous la plume de Jean-Luc Mélenchon. Mais Raphaël Enthoven, imaginons en 2027, on se retrouve avec un duel Jean-Luc Mélenchon face à Marine Le Pen, vous faites quoi? Je m'abstiens. Que les choses soient claires, je m'abstiens. Jamais je ne mettrai un bulletin Marine Le Pen dans l'urne et jamais je mettrai un bulletin Jean-Luc Mélenchon dans l'urne. Je vais à la piscine. Et si on vous dit, si vous ne votez pas, c'est Le Pen qui gagne? Je reconnais la belgitude de cette question où le vote est obligatoire. Vous avez raison. Eh bien, je paierai mon amende. Mais je n'irai pas voter. Pour terminer, Raphaël Enthoven, les polémiques, ça part souvent de déclarations que vous postez ou que vous retweetez sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter? Oui, c'est ce qu'on me dit. Écoutez, je ne crois pas. Je refuse de laisser... les médias sociaux, je préfère parler de médias sociaux. Les médias sociaux sont l'arène aujourd'hui. Et je refuse de laisser cette arène à des gens qui la polluent. Donc je m'y trouve. J'essaie d'y être avec plus de parcimonie, plus de précision parfois, peut-être moins d'emportement. Mais enfin, moi, quand je dis une bêtise, quand j'écris une bêtise ou quand j'écris une outrance, ça ne me dérange pas de revenir dessus, ça ne me dérange pas de me contredire moi-même. Ce que vous avez déjà fait. Ça ne me gêne pas, je le fais volontiers. Et donc, à mon avis, c'est une condition indispensable pour travailler dans cet espace. Merci en tout cas, Raphaël Enthoven nous rappelle ce livre que Nico a présenté tout à l'heure, l'Albatros aux éditions de l'Observatoire. Vous allez quand même rester un tout petit peu avec nous, si vous le voulez bien, puisqu'on va faire un petit tour d'horizon de ce qui a buzzé sur les réseaux sociaux. Place au scroll de Marie-Jean Riès. Et tu commences, salut Marie, tu commences par la guerre à Gaza qui entraîne chez nous, justement on en parlait, une guerre sur les réseaux sociaux entre partis politiques.
Oui, avec 2 exemples récents. Le premier, c'est la plainte donc de Hassan Rahali, ici à gauche, président du conseil communal de Molenbeek, contre le conseiller maire Didier Van Mieris, ici à droite. L'histoire remonte à début septembre. Hassan Rahali republie sur sa page Facebook un post qui qualifie le Hamas, mouvement considéré comme terroriste, de parti politique élu légitimement. Une publication qui fait immédiatement réagir Didier Van Mieris, qui accuse Hassan Rahali de faire l'apologie du terrorisme, tout ça toujours sur Facebook. Depuis, l'échange s'est envenimé. Il a même quitté le terrain de Gaza pour aller sur celui du 11 septembre et de la guerre en Irak, et pour finalement terminer par une plainte de Hassan Rahali qui affirme avoir reçu des centaines de commentaires racistes depuis. Ça, c'est pour le premier exemple. Deuxième exemple, hier, le Parti socialiste, cette fois, publie cette vidéo tournée en Sicile dans laquelle il est expliqué que plusieurs élus du PS sont présents au départ des bateaux en direction de Gaza pour lever le blocus humanitaire imposé par Israël. Sauf qu'à un moment de la vidéo, on entend ça. On a pu assister à un des rassemblements avec pas mal de bénévoles et de membres d'équipage qui vont prendre le départ pour cette traversée. Voilà, From the River to the Sea, un slogan polémique puisqu'aujourd'hui il est utilisé par le Hamas pour exprimer la volonté d'éradiquer Israël. Et c'est d'ailleurs ce qui a choqué Denis Ducarme, qui a donc posté l'extrait sur Twitter en accusant le PS d'épouser, je cite, le slogan du Hamas. 2 exemples qui montrent donc, on l'a dit, que la guerre se joue sur le terrain mais aussi sur les réseaux sociaux. On continue, Marie, au Maroc, où plusieurs dizaines de jeunes ont été interpellés ce week-end pendant des manifestations. Oui, et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que comme pour le Népal, ces manifestations ont été organisées par la Gen Z. D'ailleurs, regardez, le nom du collectif à l'origine de l'appel ne laisse aucun doute. Gen Z 212, des manifestations organisées sur Discord et diffusées presque en direct sur TikTok. Alors, comme au Népal, les manifestants avaient plusieurs revendications, un meilleur système éducatif, de meilleurs soins de santé et la lutte contre la corruption. Mais tu l'as dit, les manifestations n'ont pas très bien terminé puisque des dizaines de jeunes ont été interpellés et dans certaines villes, même les rassemblements ont été interdits. On ne manquera pas de garder ces situations à l'œil. On termine, Marie, avec un sujet un peu plus léger. Ouais, quand même, c'est Karim Benzema qui, visiblement, lui, n'aime pas trop les trends TikTok. Oui, visiblement, il ne les aime même pas du tout. Alors, je vais vous montrer une trend TikTok qui consiste donc à demander à des stars ou à des personnes lambda, d'ailleurs, de dédicacer des anciennes photos d'eux. Regardez, je vous montre quelques exemples. Pour Camino, vous faites des dédicaces à l'intérieur, ça ne dérange pas. Oh le bâtard. Laura, on pourrait avoir un autographe? Oh, je l'adore cette photo en plus. Dans le temps. Voilà, alors en général, je ne suis pas la plus sympa avec les trends TikTok, mais ici, vous avouerez que c'est plutôt gentil et bon enfant. Mais vous l'avez dit, il y en a un qui n'a pas trouvé ça ni sympa ni bon enfant, c'est Karim Benzema. What? Yes. Inside. You're funny, huh? You're so funny, huh? Thank you. You try to be funny or what? No, this is a trade. We do it with our players. Take your trade and take your thing. Voilà, Karim Benzema qui a carrément remballé la journaliste. Alors à sa décharge, ce moment a été filmé juste après une défaite pour son équipe, mais mal joué quand même ici de la part de Benzema, puisqu'il a été très critiqué par les internautes après cette réaction. Merci Marie, le scroll c'est tous les soirs dans Le Monde ou Rien, au replay sur ln24.be. Raphaël Enthoven, si on vous fait une trend, si on vous fait participer à cette trend... Oui. Vous mettez un autographe sans problème avec une vieille photo de vous? Oui, ça me dérange. Pas de souci avec ça. Ça me dérange pas. J'ai tous les âges de ma vie, moi, donc ça me dérange pas du tout. Une photo de vous jeune la prochaine fois. Une photo de moi jeune, il y a aucun problème. Encore merci d'être venu. Merci à vous. Merci Raphaël Enthoven, ce livre l'Albatros par aux éditions de l'Observatoire. À bientôt sur N24. Bon Nico, on se retrouve déjà demain pour un nouvel épisode du Monde ou Rien. Oui, avec un groupe qu'on aime beaucoup, le groupe Puggy, qui sort son 5e album, qui sort donc cette semaine, un album très attendu. On en parlera avec eux demain. Oui, merci Nico, merci à Richard Dehulf et à l'ensemble des équipes d'LN24 pour la préparation de cette émission. Rendez-vous donc demain pour Le Monde ou Rien à 22h. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Instagram ou encore sur TikTok. Excellente soirée à vous sur LN24.